La situation économique, elle est extrêmement liée à la production pétrolière, ça c'est pas une surprise. Je pense que durant les 10 dernières années, en tout cas, Chavez a largement, très largement profité d'une situation où les prix du pétrole ont énormément augmenté. Pour mémoire, vers le milieu des années 90, fin des années 90, on devait se situer à quelque chose peut-être comme $20 le baril, pour arriver au niveau actuel qui sont autour de $100. Avec des fluctuations certes, mais ça vous donne une idée quand même de l'argent qui est rentré au Venezuela. Et les premières années en particulier ont vu une croissance économique spectaculaire au Venezuela qui était liée à l'augmentation du prix du pétrole. Quelle que soit d'ailleurs l'évolution de la production, de toute façon l'évolution des prix était tellement positive qu'il y a eu un afflux important de devises dans le pays. Alors après, ce qui a changé, sans doute, c'est la manière dont a été utilisé cet argent. Et le gouvernement de Chavez a énormément puisé dans les ressources de la compagnie pétrolière. Pour le faire, d'ailleurs, il a limogé un certain nombre de dirigeants de la compagnie, avec sans doute des conséquences, parce qu'il a pu limoger aussi des gens extrêmement compétents, malheureusement, pour l'avenir de la compagnie. D'un autre côté, cet argent apparemment a été utilisé en grande partie pour des dépenses à caractère social. C'est très large, ça peut être pour subventionner les besoins basiques de la population la plus pauvre. Puis l'argent à profusion a servi aussi à la politique internationale, puisqu'il a vendu du pétrole à des prix inférieurs au marché à des pays amis, en particulier Cuba. Il a aidé d'autres gouvernements à des périodes où ils étaient en situation financière très difficile. Ça a été le cas de l'Argentine, à qui il a prêté de l'argent au début des années 2000, à des conditions financières relativement avantageuses, et surtout dans une période où personne ne prêtait à l'Argentine. Et le gouvernement Kirchner leur a été extrêmement reconnaissant de ce soutien, et il s'est acheté des alliés politiques dans la région. Donc si on regarde les choses froidement d'un point de vue purement économique et construction d'une économie future, le bilan est peut-être un peu mitigé parce que certes investir dans l'éducation et la santé c'est bien pour l'économie, mais investir dans les infrastructures c'est pas mal aussi. L'étape dans ce cheminement-là, et le régime est devenu, à un moment donné, on a eu le sentiment qu'il est devenu de plus en plus marxiste dans son inspiration, ce qui n'était pas le cas des premières années. Ceci dit, aujourd'hui, on est un peu à mi-parcours, c'est pas une économie totalement dirigée, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, il reste une économie privée. Ceci dit, il s'est attaqué quand même à une organisation d'économie de marché de manière très importante. Alors, en contrepartie, il a gagné de manière durable, parce qu'on l'a encore vu dans les dernières élections, dont le résultat est quand même pas contestable, semble-t-il, et il a gagné un support des classes les plus pauvres. C'est un peu du donnant-donnant, ils donnent leur soutien, mais en même temps, quelque part, il faut qu'ils reçoivent. Et je te pose la question de la soutenabilité de ce genre de politique. Parce que ces dernières années, malgré les prix élevés du pétrole, d'abord la production pétrolière ne s'est pas accrue comme on devrait le faire logiquement. Sans doute par défaut d'investissement, l'État a directement la main sur le secteur pétrolier, sur PDVSA, où ils ont structuré les ressources de PDVSA de telle manière qu'elles alimentent un fonds qui est utilisé de manière assez peu transparente par le gouvernement pour ses dépenses à caractère social. L'année prochaine, on s'attend quand même à des performances beaucoup plus médiocres. Et on ne voit pas vraiment d'investissement notable, malgré les grandes promesses des contrats signés avec la Chine. Pour le moment, tout ça reste un peu en devenir. Ce que je peux vous en dire. Alors si, il y a quand même un point, tout n'est pas négatif dans le bilan de l'activité du secteur privé, et un peu surtout dans le développement de la nouvelle économie qu'il a essayé d'installer, puisque du côté de la réforme agraire, il y a quand même eu un aspect intéressant, c'est que le pays qui est quand même largement importateur de ce qu'il mange, de ce qu'il consomme, pratiquement les 2/3 de ce qu'il consomme est importé. En même temps, il y a eu une progression importante de la production d'aliments basiques dans le pays.
Voilà. Ceci dit, on ne peut pas constater aujourd'hui que le pays ait changé structurellement son tissu de production hors du secteur industriel, hors du secteur pétrolier. Pardon. Il reste structurellement dépendant de l'extérieur, aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur agricole. Donc il y a quand même, d'une certaine manière, un échec. L'argent du pétrole n'a pas vraiment servi à bâtir une économie soutenable, durable. Les Vénézuéliens riches ont énormément de capitaux à l'extérieur, mais vraiment des masses d'argent considérables, malgré aujourd'hui toutes les limitations aux sorties de devises non autorisées. Il y a un organisme qui gère, qui s'appelle Académie, qui gère les sorties de devises, qui gère d'ailleurs toutes les demandes d'importation. Malgré tout, l'évasion de capitaux a été très importante tout au long de la période de Chavez, et même avant. Donc il y aurait potentiellement de l'argent entre les mains de groupes vénézuéliens pour investir dans le pays. Le climat des affaires, ou en tout cas l'environnement des affaires, n'est pas extrêmement favorable à l'initiative de ces grands groupes qui politiquement de toute façon se trouvent dans le camp de l'opposition et qui se retrouvent sous la menace de la confiscation de leurs biens de production. Donc c'est une situation d'instabilité, d'insécurité juridique qui pose problème. Et les investissements étrangers ne sont pas incités aujourd'hui à se développer dans le pays pour cette raison. Je dirais même sans doute encore plus aujourd'hui que depuis l'étranger, on se pose beaucoup de questions sur la succession politique de Hugo Chavez, compte tenu de sa maladie. Parce que le Venezuela est un pays producteur de pétrole depuis le début du XXe siècle et souffre d'une maladie chronique de mauvais développement ou de développement insuffisant du reste de l'économie. Et là, vous trouverez toujours un tas de théories économiques ou des cas similaires de pays producteurs de matières premières et en particulier de pétrole, où il est très difficile de développer un tissu économique compétitif dans ces pays-là, bien souvent parce qu'il est plus économiquement intéressant d'importer ce qui est fabriqué à l'extérieur, et on a la ressource du pétrole pour le faire, que de fabriquer dans le pays. Or, ça finit par poser des problèmes sociaux extrêmement importants, parce que quand la population s'accroît, le Venezuela a connu une hausse rapide de sa population. Bien, quand la population s'accroît, il faut faire travailler les populations jeunes. Et si vous ne développez pas une économie de production, toute la chaîne économique va se retrouver en difficulté pour créer le nombre suffisant d'emplois. Il y a eu un recul net de la pauvreté qui devait au début de l'époque Chavez, ça devait représenter pratiquement la moitié de la population. Et aujourd'hui, on est à quelque chose comme entre 25 et 30% de la population, ce qui reste élevé. Et sans doute pour les raisons de modèle économique inapproprié, en partie subi par la vente pétrolière, mais aussi... et c'est devenu un des pays d'Amérique latine les moins inégalitaires. Donc ceux qui se sont le plus enrichis en grande masse, ou en tout cas, il y a eu quand même un renversement de tendance, et effectivement, les classes les plus défavorisées ont gagné en pouvoir d'achat et en conditions de vie. A l'inverse, les classes moyennes ont été un peu les perdantes, et ça explique qu'en général, elles se placent dans le camp de l'opposition.